Alors, pour cette dernière vidéo, tout au moins pour cette série, on va essayer de réfléchir sur la possibilité de travailler sur une quantité qui est plus efficiente. Plus efficiente, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez accès à une quantité qui reflète de façon fidèle la valeur intrinsèque, souvent appelée valeur fondamentale, d'un actif. Il y a des gens sérieux qui remettent en doute l'existence d'une valeur fondamentale. Ici, on va simplement se limiter au fait que, en gros, la valeur fondamentale d'un actif, c'est la valeur réactualisée par les taux d'intérêt actuellement en cours des flux d'argent, des cash flows futurs. C'est-à-dire que vous avez deux sources d'incertitude. La première source d'incertitude est liée au contexte économique, c'est-à-dire quantifier des cash flows futurs. A priori, on n'a pas de boule de cristal. Et la deuxième source d'incertitude est vraiment purement spéculative, c'est-à-dire qu'elle est liée à l'évolution des taux d'intérêt à plus ou moins long terme, suivant que vous choisissez de réactualiser vos cash flows futurs avec des taux à très court terme, c'est-à-dire des taux fixés par la Banque centrale, ou des taux à plus long terme, c'est-à-dire des taux fixés par le marché. J'ouvre une très courte parenthèse pour dire que les taux à long terme des États-Unis ne sont pas fixés réellement par le marché en tant que structure abstraite, mais simplement par la Chine, qui est le plus gros acheteur des bons du trésor américain. Et donc quand vous êtes l'acheteur majoritaire des bons du trésor d'une zone géographique, vous êtes le maître, vous contrôlez les taux d'intérêt à long terme de cette zone géographique. C'est ce qui est d'ailleurs en train de se passer actuellement dans l'Union européenne. Je ferme ici la parenthèse. Il faut toujours se souvenir que le risque, c'est une quantité qui change avec le temps. Par exemple, les plans d'épargne ou les plans d'assurance vie de Pépé Mémé, il y a 5 ans, contenaient les mêmes obligations souveraines européennes, qu'elles soient grecques, hongroises, espagnoles. Elles étaient notées AAA, elles étaient à risque zéro pratiquement. Depuis quelques mois, ce sont des titres qui sont toujours les mêmes, sauf qu'ils contiennent énormément de risques parce qu'une partie d'entre eux est classifiée junk. Et là, on revient sur le discours des classes moyennes qui ont une fonction sur le marché de détenteur le plus aveugle possible de risque. Je vous mets au défi d'aller expliquer à Pépé Mémé qu'ils sont positionnés sur un marché d'obligations spéculatives. C'est exactement la même chose avec l'idéalisation qui est faite actuellement dans les médias sur la retraite par capitalisation. Il faut savoir que les gestionnaires de fonds de retraite aux États-Unis sont les acheteurs en dernier ressort du marché. Et c'est leur fonction d'ailleurs. On revient sur les quantités efficientes. Par exemple, quand on arrive à se convaincre que les banques centrales règle l'afflux de monnaie dans le marché, ce qu'on appelle la liquidité, on a très envie de retirer ce facteur arbitraire qui est le comportement des banques centrales. Quand vous retirez le comportement des banques centrales, vous pouvez par exemple vous intéresser au comportement d'un actif comme par exemple un indice boursier américain, le S&P 500 par exemple, exprimé en onces d'or, parce que là, vous ne faites rien de particulier en traitement du signal, mais vous retirez les manips des banques centrales sur la devise. Alors, depuis 1990, vous obtenez ce graphique, c'est-à-dire quelque chose qui augmente jusqu'en 1999, le crack Internet, une première phase de baisse qui nous emmène jusque 2002-2003, un plateau, une grande baisse jusque 2009 et une petite reprise suivie d'un plateau.
ça vous montre, entre parenthèses, que les manipulations sur les taux d'intérêt et le crédit facile n'ont eu absolument aucun effet sur la valeur réelle du S&P 500 si vous décidez que la valeur réelle, c'est le prix de vos actions exprimé en onces d'or. Pourquoi j'ai tendance à dire que c'est une quantité qui est plus efficiente? Parce que si vous regardez l'évolution de ce graphique, vous pouvez la comparer très facilement à l'évolution de la confiance du consommateur sur la même période, c'est-à-dire une baisse liée au crack Internet, un plateau pendant la bulle immobilière, une autre baisse pendant la grande correction de 2007, 2008, 2009 et un plateau depuis. À partir de 1990, vous aviez une phase de hausse. Donc ça, c'est ce que j'appelle une quantité efficiente au sens où elle reflète quelque chose que l'on peut constater d'une autre façon, par exemple à l'aide d'un sondage. Là, c'est un sondage qui est fait toutes les semaines par ABC News. Alors, on peut s'intéresser à ce genre de quantité. On peut aussi s'intéresser à des quantités comme le CAC 40 divisé par le S&P 500. Là, on ne travaille pas en onces d'or, mais on élimine les effets de change à l'aide d'un ratio entre deux indices, c'est-à-dire comme les deux indices sont perturbés par les effets de change, on espère que la division entre ces deux indices permet de faire dégager l'effet de change. Ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde la tendance sous-jacente, on voit qu'elle est douce. Le bruit résiduel est proche d'une gaussienne avec quelques pics de temps en temps. Son kurtosis est de l'ordre de 0,7, ce qui reste modéré. Ça nous donne une situation dans laquelle on a une prévision. Cette prévision était la petite branche en rouge, avec un intervalle de confiance qui, somme toute, se comporte très très bien par rapport à ce qui se passe dans la réalité. On peut s'intéresser de la même façon au CAC 40 exprimé en dollars. C'est une idée que j'ai pêchée sur le blog de Tropical Beer. Je pense que c'est lui le premier qui s'est intéressé aux indices européens exprimés en dollars. Là, vous vous apercevez que vous avez une tendance qui est nettement plus méchante, mais elle est beau être beaucoup plus méchante, vous vous apercevez qu'elle est quand même très héliotiste, avec une première vague de baisse,